par The Num Factory en collaboration avec France Travail, donc dans le cadre de la semaine des métiers du numérique. Donc la thématique, c'est la transformation digitale, comprendre, se former, se professionnaliser dans l'IT. On a un invité très spécial aujourd'hui, donc un expert en transformation digitale qui vous donnera ses conseils pour justement comprendre, se professionnaliser dans l'IT, Monsieur Étienne Rivoilan, qu'on remercie également pour sa présence. Comme vous l'a dit Aude tout à l'heure, donc à la fin du webinaire, il y aura un temps questions-réponses, mais vous pouvez également interagir dans le chat pour toute demande. Alors au programme, donc le témoignage, personnel et le parcours de reconversion, d'Étienne. Il va vous définir la transformation digitale et l'impact, sur, les entreprises. Il va également donc vous expliquer, les raisons du besoin d'accompagnement dans la transformation digitale. Les familles, de métiers, dans le numérique vont vous être présentées, excusez-moi, ainsi que les prérequis éventuels, nécessaires pour vous y engager. Et donc, je reprendrai la parole sur comment se former dans le numérique au sein de notre formation, de notre organisme de formation, pardon. Je vous laisse la parole, Étienne. Merci. Alors déjà, bonjour à tous. Donc je m'appelle Étienne Rivoilan, j'ai 46 ans. J'ai une formation initiale d'ingénieur et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le domaine du BTP, des services, dans des grands groupes, principalement enfin, comme Eiffage, comme Suez, comme Siemens. Surtout dans des fonctions de management, de gestion de centre de profit et de gestion de projet. Voilà, pendant une vingtaine d'années. Et il y a 3 ans, pendant le Covid, comme beaucoup de gens, j'ai réfléchi. Je me suis posé des questions et j'ai eu envie de refaire une reconversion. Enfin, en tout cas, de changer d'orientation. J'étais plutôt dans le management. Et j'ai eu envie de revenir sur le conseil, la proximité avec les clients, et avoir une relation différente, mais plutôt sur le conseil. Et donc j'ai démissionné, voilà, pour justement me former et faire autre chose. Alors je vous passe les détails, mais j'ai tout balayé, hein, le digital, mais aussi j'ai réfléchi, j'ai failli être menuisier. Puis finalement, je me suis porté sur le choix du digital et je vous expliquerai après pourquoi. Avec dans l'idée de créer une activité, une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Up to Num, qui est un cabinet de conseil en transformation digitale, plutôt orienté TPE, PME, petites ETI. Et j'aide ces gens-là et c'est les dirigeants de ces entreprises à globalement être plus efficaces, plus productifs grâce au numérique. Voilà. Et donc aujourd'hui, alors mon propos sera plutôt généraliste parce que le public des gens aujourd'hui présent est assez varié. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses un peu plus précises à voir, qu'on pourra voir à la fin, et si on veut rentrer dans le détail de certains sujets. Passer la slide suivante. Alors, bon, le premier sujet est de définir ou de vous expliquer ce qu'est la transformation digitale. Alors, j'ai rajouté un par entre parenthèses, parce que alors, le mot transformation digitale, il est pas si évident à comprendre, des fois un peu galvaudé. En tout cas, il est pas très expressif, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant, donc je le garde. Mais je préfère ajouter un par entre le transformation et le digital, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas de mettre du digital pour mettre du digital. Le digital ou le numérique ou la technologie, ça n'est qu'un outil. L'idée, c'est plutôt de transformer les entreprises et en utilisant le digital. C'est pour ça que le par me semble important. Euh, je vous ai mis une petite définition que j'ai trouvée sur Internet, hein, il y en a plein, mais qui est la transformation digitale et le processus par lequel euh, les entreprises intègrent les technologies dans toutes leurs activités afin d'opérer un changement. Voilà. Donc c'est comment on fait progresser une entreprise à tous les niveaux, sur sa production, pour l'innovation, sur la relation avec ses clients, sur la relation avec ses employés, pour que ses employés se sentent mieux, pour être plus protégés, enfin, sur toutes les facettes d'une entreprise, comment on utilise le digital pour améliorer, se transformer et être meilleur. C'est vraiment le fondement.
Et du coup, et c'est ce que, en fait, alors, j'arrive à la conclusion que je veux avoir, mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que, effectivement, il y a la technologie, il y a du digital, mais in fine, c'est quand même l'humain et c'est quand même l'expérience, c'est quand même le vécu aussi qui est important, parce que c'est ça qu'on va valoriser avec les outils. Voilà. Et surtout aussi, une transformation digitale, souvent ça se pense globalement. C'est pas juste mettre un outil quelque part, mais c'est quand même surtout, heu, souvent lié à une stratégie. Passer à la slide d'après, si vous voulez. Ah, ça touche toutes les entreprises, bien évidemment, mais ça va y toucher d'une manière plutôt différente en fonction de la taille déjà. Il y a quand même un gros écart entre les grandes et les petites entreprises. Les grandes parce qu'elles ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet depuis 10 ou 20 ans, parce qu'elles avaient, des moyens, elles avaient des serveurs, elles avaient de l'argent, elles avaient des compétences. Donc elles ont déjà intégré pas mal de technologies, des outils, des gestions de la donnée, des choses qu'elles ont déjà intégrées dans leur fonctionnement, donc elles sont bien avancées. Alors que les plus petites entreprises, TPE, PME, voire petites ETI, ben, elles ont empilé des outils, des logiciels, ils ont mis des couches, mais souvent sans une vision globale. Et des fois, on se retrouve avec plein d'outils, avec de la ressaisie de plein de sujets, des outils qui ne communiquent pas entre elles, et beaucoup de perte de temps finalement. Donc on a remis des outils, mais finalement sans que ça fasse gagner autant de temps que ça aurait dû. Voilà, donc il y a un gros écart et du coup, l'impact ou les enjeux pour ces 2 types d'entreprises, de 2 tailles, est pas du tout le même. Pour une grande entreprise, voilà, je l'ai mis en j'ai résumé en disant que ça va être innover, parce que la technologie va permettre de mieux concevoir, d'aller chercher les besoins des clients, de trouver des nouveaux services. Voilà. Ça va être garder ses talents, parce que dans une entreprise, ben, le digital permet aussi de relier les gens entre eux, de leur enlever des tâches, fastidieuses, de leur donner, plus de visibilité. Enfin, c'est aussi un enjeu important du moment. Voilà. Et puis aussi de rester compétitif parce que le digital permet quand même, ben, de baisser ses coûts, d'être plus efficace, et cetera, et cetera. Voilà. Et pour une grosse entreprise, ben, ce qui va être compliqué, c'est comme il y a beaucoup de gens, bah, c'est en premier la résistance au changement. C'est-à-dire que, transformer, ben, ça amène du changement et les gens, bah, il faut bien leur expliquer, il faut leur montrer des choses. Voilà, il faut expliquer pourquoi on fait ça. Voilà, ça va être la robustesse des systèmes. Parce que pour une grosse entreprise, bah, un petit bug, génère, plein de problèmes derrière, donc il faut que ce soit robuste, il faut que ça marche tout le temps. Voilà. Et puis également les écarts de compétences, parce que, quand il y a beaucoup de gens, il peut y avoir des niveaux de compétences très différents, et en fonction de bah, et l'entreprise doit avancer, ben, à la même vitesse que les compétences de globalement des gens et ne pas laisser des gens, derrière. Voilà, des collaborateurs. Alors que pour une PME, ça va être plutôt gagner, c'est plus simple, plus basique. C'est gagner en productivité, baisser ses coûts et améliorer ses services. C'est ce qui a été fait dans les grosses entreprises il y a 10 ou 20 ans, et qui maintenant est accessible aux petites parce que, la technologie a beaucoup évolué et les innovations comme le cloud, comme le no-code, comme l'IA, font qu'aujourd'hui ces petites entreprises ont accès à des technologies, qui étaient avant l'apanage des grosses. Voilà. Et pour ces petites entreprises, ben, ce qui va être compliqué, ça va être, ben, il faut investir, du temps, du dirigeant souvent ou des employés et de l'argent alors qu'on a souvent pas le temps, hein, on est dans la production. Voilà, il faut se former, il faut acquérir des compétences, et ça souvent c'est ce qui est compliqué ou qui est difficile en même temps que de la production dans les petites entreprises. Mais en tout cas, faut qu'il faut retenir, c'est des enjeux très différents en fonction des tailles d'entreprise. On passe à la prochaine slide. Donc, si on prend une autre manière de voir les choses, il y a aussi par secteur d'activité. Bien évidemment, la maturité, numérique des différents secteurs d'activité, est pas du tout la même, hein. Et en fonction de la maturité, numérique, et ben, les défis, les enjeux sont pas les mêmes. Bien évidemment, il y a l'industrie qui est le plus avancée, qui est assez avancée sur le sujet, qui a déjà
amener pas mal de technologies dans ses usines pour être plus productif, elles, ces enjeux seront déjà plus élevés. Ça va être, il y a à mettre des objets connectés, ça va être plus automatisé, optimisé, être plus réactif. Voilà, ce sera un niveau plus important, avec du coup des besoins en compétences très spécialisés. On sera moins généraliste, mais on sera spécialisé sur certains sujets parce qu'on sera déjà à un niveau plus haut. Euh, Ensuite, il y a le commerce. Le commerce euh, a déjà pas mal avancé, mais il y a encore pas mal de travail sur le sujet. Et le commerce, logiquement, sera orienté client et sa relation avec le client. Alors, ça a déjà beaucoup évolué, en plus, notamment grâce au Covid, enfin, avec le Covid, ben, on a vu des sites internet, on a des sites marchands, du click and collect. Voilà. Il reste encore du travail, mais on va dire les enjeux seront liés à comment j'accède à mes clients, comment leur parle, comment je comprends leurs besoins, comment je leur propose des produits, comment j'analyse les données pour leur proposer des nouveaux produits. Enfin, on sera beaucoup lié aux clients, voilà, soit en s'équipant pour ceux qui n'ont pas encore fait, soit en améliorant ce qu'ils ont déjà. Et le dernier, c'est les services, qui lui est beaucoup plus disparate, mais qui a souvent quand même une maturité digitale plutôt faible, voilà, en fonction aussi des tailles d'entreprise, bien évidemment. Et les services, eh ben, on va être dans l'automatisation des tâches, développer des nouveaux produits, amener des outils mobiles aux collaborateurs. On va être quand même beaucoup dans l'efficacité, dans la production, dans comment je centralise des données pour que mes collaborateurs, qui sont souvent en plus sur des sites différents, qui ne sont pas au même endroit, puissent communiquer efficacement. Et là, les problématiques, ça va être des modèles de business qui ne sont pas vraiment adaptés, ou souvent la maturité numérique du dirigeant ou des collaborateurs. Donc en fait, on voit bien que chaque secteur d'activité a des enjeux, a des défis différents, et donc derrière, va avoir besoin de compétences différentes pour répondre aux différents enjeux. Voilà. Plus c'est spécialisé, bah, il faudra des gens spécialisés. Mais si c'est des choses plus généralistes, bah, il faudra des gens qui connaissent l'activité, la production, le métier, et qui vont apporter des briques logicielles, par exemple. Donc, en fonction, il y a quand même un sujet, et c'est le maître mot, en fait, sur le digital, c'est le sujet adaptation. Il faut adapter, en fait, les compétences, l'offre, en fonction des différents besoins liés aux différents secteurs d'activité. Voilà. Et donc, en fait, en combinant les deux, la taille des entreprises et le secteur d'activité, eh ben, on va avoir une petite matrice où pour chaque cas, il y aura des réponses différentes. Alors, euh, le besoin d'accompagnement dans la transformation digitale est un sujet important parce que pour des raisons de manque de compétences. Souvent, le digital, c'est quand même vu de loin. C'est un peu la jungle en termes d'offres. Si on n'est pas guidé, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous prend la main, qui connaît ce qui existe et qui sait vous guider, et ben c'est souvent un peu flou. Voilà, on a du mal à rentrer dedans. Voilà. Il y a aussi souvent une notion de temps, c'est-à-dire qu'il faut y passer du temps. Il faut comprendre, il faut analyser. Et ça, souvent, le temps, les gens n'ont pas dans l'entreprise, notamment les petites. Voilà. Et puis, il y a aussi un élément très important dans la transformation digitale, c'est euh, la vision. C'est-à-dire que souvent, alors il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est dans la transformation digitale, il faut voir loin, il faut anticiper, mais il faut commencer petit. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut se définir là où on veut aller, le rêve, l'objectif, le but, mais il faut comme mettre les briques les unes après les autres et pas vouloir faire un truc trop gros tout de suite qui risque de pas aller dans la bonne direction. Donc voilà, s'il y a une phrase que j'aimerais que vous reteniez, c'est voir loin, mais commencer petit. Euh, et c'est euh, et c'est aussi ce type de compétences, des compétences on va dire d'anticipation qui sont aussi importantes. Voilà. Donc dans les niveaux d'accompagnement,
ça va être déjà sur la technologie, hein, parce qu'on parle quand même de technologie, donc la complexité technologique. Voilà. Mais on va aussi accompagner les entreprises sur le changement culturel, parce que finalement, au-delà de la technologie, ben, c'est l'humain qui est le plus important, parce que c'est eux qui vont utiliser. La technologie, ça marche toujours, ou ça finit toujours par marcher. Par contre, si la personne derrière qui va l'utiliser, qui va s'en servir, eh ben, elle n'a pas compris pourquoi, ou l'a pas expliqué, ou elle n'est pas d'accord, eh ben, ça ne marchera pas. Et donc, la conduite, ce qu'on appelle la conduite du changement, c'est-à-dire accompagner l'arrivée de nouvelles technologies, c'est fondamental. Et c'est souvent, c'est ce qui fait que ça ne marche pas ou que c'est pas utile. Voilà. On va être là aussi pour optimiser les processus métiers. Donc, il faut d'accompagnement pour aider à décrire. Euh, Moi, quand je travaille avec des clients, quand je mets en place des outils, bah, première chose à faire, c'est de comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, quels sont leurs processus, qui eux-mêmes souvent les connaissent, mais ils ne l'ont pas décrit. Et moi, mon premier travail, c'est de faire des petits dessins et puis d'écrire, un tel fait ça, après un tel fait ça, après il donne ça à ci, il donne ça à telle personne. C'est-à-dire de décrire le fonctionnement. Et là, c'est du dessin, hein, c'est un crayon, c'est un papier. Mais c'est important de bien comprendre le fonctionnement pour pouvoir y apporter les bons outils. Il y a la formation du personnel. C'est souvent aussi un des sujets qui fait que il y a des problèmes de fonctionnement. C'est-à-dire que si on met des outils mais qu'on ne forme pas les gens, eh ben, ça ne marche pas. Je peux vous donner un exemple, hein. Je travaille pour un cabinet d'avocats qui avait un outil d'avocat. Donc, il faisait des actes, il gérait des clients, il faisait plein de choses dessus. Voilà. Et puis à un moment donné, il fallait envoyer le dossier au tribunal. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que ben, ils imprimaient le dossier, ils avaient un petit tampon, puis ils tamponnaient comme ça les feuilles, et puis ils les rescannaient derrière pour les renvoyer au tribunal. Voilà. Sauf qu'en fait, l'outil qu'ils avaient le faisait, mais ils ne le savaient pas. Et en fait, ils avaient une fonction dans l'outil qu'ils n'utilisaient pas, mais qui leur faisait gagner des heures, un nombre d'heures important par semaine. Donc, donc, moi, ce que j'ai fait pour eux, il n'y avait rien de digital en fait. J'ai juste compris ce qu'ils voulaient faire, réétudier l'outil et expliquer ce qu'ils devaient faire. Et donc, la formation, je reviens à la formation des gens, ben, c'est important parce que si on donne un outil et qu'on ne les forme pas, on perd 50% de l'intérêt. On peut aussi accompagner les gens sur la gestion des risques, parce qu'aujourd'hui, dans le digital, il y a des choses bien, mais aussi des risques, hein, notamment la cybersécurité. Voilà, donc on est aussi là pour accompagner dans, bah, si ça ne marche pas, s'il y a un problème, s'il y a un bug, s'il y a un cloud qui brûle, s'il y a une cyberattaque, bah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut se préparer. Voilà. On est là aussi pour faire la stratégie avec les entreprises, de manière à, ben, vous voulez aller là, ok, mais comment, avec quelle étape, pour arriver à quoi? Voilà, donc on aide aussi les gens enfin, dans l'accompagnement, on peut aussi aider à définir une stratégie, à y mettre des jalons. Voilà. Et puis, s'assurer que le but est atteint et suivre des indicateurs. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a plein d'étapes comme ça, et l'accompagnement est très varié, mais si vous le voyez bien, dans les dizaines de points qui s'est affiché, il n'y en a qu'un qui est vraiment technique. Tous les autres, ce sont du comportement, de l'humain, de l'analyse, mais qui ne sont pas d'accompagnement très techniques. Passer à la slide d'après. Alors, bon, le numérique, c'est pareil, c'est un mot très large qui regroupe plein de choses, plein de vérités, enfin plein de choses très différentes. Voilà, mais si on veut les classifier, quatre métiers différents. Les métiers, bon, très techniques, hein, où on va faire du développement, on va vraiment être très spécialisé dans un domaine, un expert. Voilà. Il y en a, il en faut, mais c'est pas la majorité non plus. Voilà. Il y a les métiers de la gestion de projet. Parce que, eh ben, pour tous les sujets dont j'ai parlé avant, hein, conduite du changement, explication, former, donner un but, faire en sorte que ça se débrouille bien, il faut gérer un projet. Et là, c'est des compétences de gestion de projet, hein, que plein de gens ont dans d'autres métiers.
mais sur lesquels il faut mettre un vernis numérique, c'est-à-dire savoir de quoi on parle, pour pouvoir l'adapter au sujet du digital. Il y a les sujets là, il y a le marketing et la communication. C'est peut-être finalement le métier qui est le plus connu ou le plus ancien. C'est la création de sites web, communiquer sur les réseaux sociaux, voilà, c'est le web marketing, d'une manière générale. C'est le plus ancien, voilà, mais c'est aussi un qui va évoluer, aussi par les innovations, notamment l'IA, par exemple. Donc c'est un métier qui est ancien, mais qui se renouvelle. Voilà, beaucoup. Et puis enfin, le design et la création, ce sont les métiers où on va utiliser le numérique comme outil pour créer du design de produits, pour créer des visuels, pour faire de l'art, pour faire plein de choses. C'est pareil, c'est aussi un métier qui, historiquement, s'est mis assez vite dans le design, mais qui, pareil, se renouvelle, où on en arrive maintenant à- à essayer de prendre en compte le besoin du client, le besoin du client et surtout de comment il va utiliser les outils avant de le créer, de manière à ce qu'il soit le plus adapté possible à la manière d'utiliser les gens de l'outil, ce qui était moins le cas avant. Donc c'est pareil, c'est un métier qui évolue. Voilà. Et de la même manière, sur ces 4 métiers-là, il y en a un qui est très technique, voilà, et 3 qui demandent d'autres compétences que le pur technique. Voilà. Et donc on les retrouve là dans les 4 métiers un peu développés. Alors je vais pas les détailler, mais ce ce qui est important, enfin ce qui me semble important et moi je l'ai vécu dans le cadre de ma reconversion professionnelle, c'est valoriser ce qu'on a fait avant. Alors moi, j'ai déjà un vécu, hein, voilà, mais tout le monde peut se lancer dedans en fonction de son expérience professionnelle, mais c'est bien de pouvoir valoriser son vécu, quel qu'il soit. Parce que comme on va adapter, on va mettre des outils numériques sur des domaines métiers, et ben, le vécu, c'est ça qui permet de faire que ça marche bien. Donc, valoriser son expérience, c'est important. Voilà. Dans ces métiers, on voit bien qu'il y a souvent le choix entre spécialiste et plutôt généraliste. Voilà. Et donc, dans sa réflexion, je pense que c'est important à avoir. Euh, et dans le choix d'un métier, et moi, c'est ce que j'ai fait, et ben, se renseigner sur les métiers avant, c'est fondamental. Quand j'ai choisi, quand j'ai réfléchi à ma reconversion, et ben, en fait, je suis allé sur LinkedIn, j'ai regardé des gens qui faisaient ce que je voulais faire, je les ai contactés. La plupart des gens, ils sont très sympas, ils disent oui, et puis après, je les ai appelés, et puis ils m'ont expliqué leur métier. Et ça, souvent on n'ose pas. Parce qu'on se dit, ah, ouais, ils n'ont pas envie, ça va les embêter. Voilà, donc on n'ose pas parce qu'on a peur de se faire, un peu rembarrer. Mais au final, je crois que j'ai eu à peu près 100% de réussite sur les demandes que j'ai faites. C'est-à-dire que j'ai dû parler avec une quinzaine de personnes via LinkedIn et tous ont pris du temps, souvent, voire une demi-heure, voire même une heure, pour m'expliquer leur métier. Et ça, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de faire ça, parce que ça permet de ne pas se tromper et puis de choisir, de comprendre concrètement ce que les gens les font. Je prends l'exemple, par exemple, du métier UX designer. UX designer, dit comme ça veut rien dire. En tout cas, pour moi, ça veut rien. Avant, ça voulait rien dire. Sauf que derrière, des choses très intéressantes d'analyser ses futurs clients, de comprendre leurs besoins, de comprendre ce qu'ils font, comment ils font. Voilà. Il y a toute une partie non technique là-dedans, et qui est très intéressante. Voilà. Donc, de comprendre ce qu'il y a derrière un métier, c'est fondamental. Voilà, donc je les balaye pas, mais vous retrouvez, voilà, des développeurs, des consultants, voilà, des gestionnaires de projets, des gestionnaires de produits, et tous les métiers qu'on peut trouver là. Je vais passer la slide d'après. Alors, les compétences, alors à gauche, vous avez une liste voilà, des compétences intéressantes qui peuvent être utiles pour aller dans l'étude du numérique.
il y a le technique, ça c'est sûr. Voilà, la culture, la capacité à collaborer, parce que finalement, pour les projets digitaux, comme je vous dis, c'est l'humain qui est au cœur de ça. Enfin, il faut mettre la technologie pour l'humain, et donc la capacité à parler aux gens, à collaborer, à les fédérer, c'est fondamental. Voilà, dans les aptitudes, l'adaptabilité, faut tout le temps faut être adaptable parce que la technologie avance vite, donc faut pouvoir s'auto-former, etc. S'auto-former. Voilà, l'expérience qu'on a eue avant, son expérience métier est très importante. Moi, aujourd'hui, dans ma activité de conseil, alors je travaille avec toutes les entreprises, mais mon vécu télécom, BTP, eh ben, me permet d'être plus pertinent dans ces métiers-là parce que je sais comment ça marche. Comment, je sais comment se déroule le travail. Donc, avec des clients dans les télécoms, le BTP ou les services, eh ben, je suis plus pertinent, je vais plus vite à l'essentiel. Voilà. Donc, c'est important de le valoriser, cet élément-là. Voilà. Et surtout, et en fait, c'est pour moi peut-être le premier point, la curiosité et la créativité, mais surtout la curiosité. Et je pense une des principales qualités qu'il faut avoir. Il faut être curieux. Et puis, il faut se rendre compte que dans ces métiers-là, on se forme en permanence. C'est-à-dire que moi, donc, j'ai fait Zonium Factory. Ça m'a donné un vernis complet et global à un instant donné. Ça m'a permis justement de voir loin. Mais par contre, depuis, je me forme en permanence. Parce que soit je vais me former sur certains sujets, soit ils évoluent et il faut se mettre là. Et aujourd'hui, c'est facile. C'est-à-dire que même quand on n'est pas un expert, c'est facile de s'auto-former. Il existe plein de supports gratuits en ligne. Il y a une offre incroyable et on peut se former sur plein de sujets tout seul. Et ça, en tout cas, s'auto-former au fur et à mesure. Voilà. Mais s'il y a trois compétences, en fait, il y a trois compétences que j'aimerais que vous reteniez. Donc, le premier, c'est la curiosité. J'en ai parlé. Le deuxième, c'est écrit, mais c'est très important, l'adaptabilité, parce qu'il faut s'adapter aux changements, aux variations, voilà, tout va vite. Euh, et il faut être capable de s'adapter ou avoir envie. Hein, c'est une compétence. Et puis le dernier, c'est lié à la science humaine et le travail collaboratif. Parce que sans ça, et c'est aussi des choses qu'on travaille beaucoup à The New Factory, et ben sans ça, c'est vraiment une compétence importante qu'on travaille, mais qui permet que ça fonctionne. Voilà. Et je vois le temps qui défile, pour essayer d'illustrer ça, je voudrais juste vous parler de deux exemples. Donc moi, j'ai fait ma formation en 2022 et dans ma promo, il y avait des profils divers et variés. Hein. Ça allait de l'ingénieur au prof, enfin au prof ou autre chose hein, d'ailleurs, mais en tout cas, c'était très varié en profil, en vécu, en âge et en expérience. Alors, soit en passant, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait euh, une variété de gens, de vécus qui était très enrichissante. Voilà. Mais dans les deux, il y en a deux dont je voudrais vous parler parce que c'est assez marquant. Il y en a une, elle était institutrice. Donc, elle était institutrice mais elle en avait marre. Et donc, elle a choisi de faire une reconversion dans le numérique. Mais par contre, au niveau numérique, au niveau outils, tout ça, rien. Elle connaissait rien du tout. Donc, elle est arrivée. Au début, elle était un peu, voilà. Bon, elle a passé son année, voilà. Elle a travaillé par contre. Et à la fin, elle est devenue conceptrice de formation en ligne. Alors, on pourrait dire, voilà, c'est très technique, mais elle s'y est mise. Mais par contre, sa compétence d'instit, de savoir former des gens, de savoir expliquer des choses simplement, et ben, cette compétence-là, elle l'a mis dans un outil digital. Voilà. Elle a réussi à valoriser ça. Et donc, c'est fondamental, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune compétence technique numérique, mais par contre, elle a réussi à trouver un boulot, à travail facilement. D'ailleurs, elle vient d'ailleurs de changer pour un mieux. Donc, en plus, enfin, elle a trouvé très facilement du travail derrière, sans avoir de compétences, mais parce qu'elle a valorisé son vécu et son expérience personnelle. Bon. Et j'en ai une deuxième à vous dire. C'est une femme qui était un peu plus, qui avait un vécu différent, qui était euh, dans le, dans le luxe, dans les produits de beauté, dans ce genre de choses. Donc aussi qui n'avait rien à voir avec le numérique. Voilà. Mais qui, est pareil, a voulu changer parce que elle avait marre elle a voulu changer de milieu.
Pareil, elle a travaillé, hein, on a suivi des cours, elle s'est formée. Elle est devenue le responsable à 320 digital d'une grosse compagnie autoroutière. Donc, c'est pareil, aucune compétence. Au début, en disant, oh là là, où je vais, est-ce que je vais y arriver? Aucune compétence, mais elle a pareil, elle a valorisé sa capacité relationnelle, sa gestion de projet, sa capacité à fédérer des gens qu'elle avait acquis lors de ses métiers précédents. Elle a réussi à le valoriser pour faire un métier qui, de prime abord, euh, c'est ça semble inatteignable, quoi. Enfin, on lui aurait dit au début du cursus, tu seras responsable à transformation digitale. Je suis pas sûr qu'elle l'aurait. Voilà. Donc, je trouve ça important de donner deux exemples pour montrer il faut pas hésiter. Mais il faut pas hésiter si on a envie. J'ai terminé après. Voilà, donc c'était mon mot de la fin. Je crois qu'il n'y a plus de slide après. C'était mon mot de la fin. Voilà. Et voilà. Et surtout dites-vous qu'il y a du travail, il y a des besoins et il faut se nourrir d'un maximum de choses pour y arriver. Eh bien, merci beaucoup, Étienne. Donc, pour la partie donc, formation au sein de l'école The New Factory, nous proposons donc 4 formations axées sur le digital, allant du bachelor au MSc, donc du bac+3 au bac+5. Nous formons donc dans le domaine du marketing digital, de la data, en passant par la gestion de projet et le pilotage de projets numériques. Nos formations, elles peuvent être réalisées en initiale, avec la réalisation de stages, mais elle est d'autant plus réalisée par le biais de l'alternance, car l'alternance, elle permet vraiment de concevoir un projet professionnel complet, donc grâce à une formation diplômante et une expérience concrète en entreprise. Vous pouvez donc nous contacter pour échanger sur vos projets. J'ai pu voir en commentaire que donc certaines personnes souhaitaient développer et savoir un peu plus sur des sujets de reconversion. N'hésitez pas donc à nous joindre directement par téléphone ou également par mail. Donc je vous laisse en prendre note. Et, euh, et on est à votre écoute si vous avez donc des questions ou éventuellement si vous avez d'autres choses ou des informations à nous faire part. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons prendre, puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes, donc nous allons profiter de ces 20 minutes pour pouvoir peut-être, pour certains d'entre vous, creuser des points. C'est vrai que Étienne a fait une présentation qui pouvait potentiellement intéresser le plus grand nombre de personnes possible. Je sais que si on lui avait laissé plus de temps, il aurait pu développer et creuser beaucoup d'autres sujets. Et peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir lui poser maintenant des questions. Donc, nous vous laissons la parole. N'hésitez pas, que ce soit sur l'expertise qu'il pourra partager ou si vous avez des questions à nous adresser à nous, Num Factory. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question pour monsieur. Je voulais savoir quelle formation il a fait. À The New Factory, moi j'ai fait la MSc Executive Digital Manager. Qui signifie chef de projet digital, mais on trouvait que c'était plus joli en anglais. C'était pour tester le niveau de compréhension d'anglais au départ. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a une question qui a été posée dans le chat. Que pensez-vous de l'état actuel du marché, métier technique, au regard de l'âge d'or de l'IT post-Covid? Quels sont les futurs métiers en tension? Cybersécurité, AI, enfin intelligence artificielle. Faut-il être réaliste sur les profils auxquels sont destinés ces métiers? Moi, je trouve que c'est une question qui est très intéressante. Étienne, tu peux peut-être commencer à répondre et moi, j'apporterai mon avis du point de vue organisme de formation puisque nous voyons les gens arriver. Alors, pour moi, le marché est, est porteur. En tout cas, comme j'ai dit au début, les besoins sont énormes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ces besoins de transformation,
Les petites entreprises ont encore peut-être 80-70% du travail à faire. Les grosses ont encore du chemin. Donc, le besoin est très important. Bien évidemment, en fonction de l'activité économique, et si l'activité est porteuse ou pas, elles vont moduler leurs investissements. Voilà, mais néanmoins, aujourd'hui, on voit le nombre d'entreprises de consulting voilà, qui recrutent beaucoup. Il y a du besoin, mais l'entreprise souvent passe par enfin, ne recrute pas spécifiquement pour ces sujets-là, mais passe par des entreprises de conseil qui permettent d'être plus souple sur les ressources. Donc oui, il y a du besoin. Bien évidemment, moi, il y a 3 sujets extrêmement porteur. Bien évidemment, il y a la cybersécurité. Ce sujet-là, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils recrutent. Ça demande là, pour le coup, quand même des profils techniques. Donc je pense que y aller nécessite quand même d'avoir un petit vécu technique et surtout d'être prêt à pas mal se former. Voilà. Après, il y a les sujets no code, low code. Je ne vais pas parler, mais le low-code, c'est la capacité à créer des logiciels, mais sans faire des lignes de code, ou très peu. Aujourd'hui, il faut se dire que les gens capables de faire du développement informatique, il en manque énormément. Et il en manquera, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à former suffisamment de gens pour faire autant de ce qu'il y a besoin. Et en même temps, les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin très important de pouvoir créer des applications rapidement, à coût maîtrisé, pour s'adapter au marché, à leurs besoins. Et pour combler ce trou-là, il y a une technologie qui est en train d'évoluer, qui est arrivée déjà, ça s'appelle le no-code ou le low-code. C'est le fait de pouvoir créer des applications avec des blocs fonctionnels qu'on relie entre eux. Voilà. Et on peut créer des applications, des outils sur smartphone, sur PC. Alors plutôt simple, hein, on va pas créer, on va pas faire non plus des trucs extrêmement complexes, mais qui permettent de répondre à beaucoup de besoins. Voilà. Donc ça, c'est un besoin. Et troisième besoin qui est pour moi la principale révolution du numérique qui va balayer, je pense, énormément de choses où on en est au tout début, mais qui va tout changer, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on en parle depuis un an parce que est arrivé ce qu'on appelle l'IA générative, la capacité à créer des documents grâce à l'IA. Mais l'IA, c'est beaucoup plus ancien, hein, c'est des dizaines d'années. Et ce sujet-là, de mon point de vue, il va changer très rapidement, dans 5 ou 10 ans, considérablement notre manière de faire les choses. Et ça, c'est un métier d'avenir. Alors, c'est pas un métier d'avenir tout de suite, c'est-à-dire pas, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il faut encore que la filière se crée, et cetera. Mais à horizon 3, 4, 5, 10 ans, c'est aussi, je pense, aussi un très gros métier d'avenir. Moi, je voudrais compléter peut-être, alors là, du point de vue organisme de formation, puisque nous, notre rôle, ce n'est pas que de former, c'est de placer les gens en alternance. Donc, forcément, nous avons donc dans notre réseau d'entreprises partenaires une vision, une visibilité, j'allais dire immédiate des besoins en entreprise, sachant que les besoins, effectivement, sont aussi très différents d'une grosse entreprise à une TPE ou une petite PME. Sur les métiers qui vont émerger, et effectivement, on est sur un horizon alors de 3, 5, peut-être 10 ans quand ça va exploser. Aujourd'hui, et en tout cas dans les, on va dire, 2-3 ans à venir, on parle énormément de l'IA. Pour autant, sur le marché de l'emploi régional, donc on va vraiment rester sur notre marché régional qui est différent du marché parisien et plus globalement du marché européen dans les capitales et les grandes villes. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément, ou il y a très peu de postes spécialisés dans l'IA, que ce soit des postes de développeurs d'IA ou de consultants, auditeurs, chefs de projet IA. Il y en a très peu, il y en a pas en fait. Par contre, les métiers sont impactés, beaucoup de métiers, pratiquement tous les métiers aujourd'hui sont impactés par, alors Étienne l'a mentionné, l'arrivée des IA génératives. Et nous, les choix qu'on a fait dans nos formations, c'est d'inclure des modules d'IA, de prise en main et
que ce soit dans notre formation en bachelor, alors sur la partie marketing et communication digitale, sur la partie développement, le métier d'un développeur a complètement changé avec l'arrivée des IA. Dans la partie data, a fortiori encore plus. Dans toutes nos formations, nous avons intégré un certain nombre d'IA pour simplement apprendre aux personnes qui se forment à les utiliser et sur le terrain à être opérationnels avec des IA. Une excellente question. Samantha nous demande jusqu'à quel âge on peut être en alternance. La très bonne nouvelle, c'est jusqu'à ce que vous ne puissiez plus du tout aller travailler. Nous avons diplômé il y a quelques jours, il y a une semaine, une personne qui a fait son alternance à l'âge de 59 ans et qui est donc diplômée à 60 ans. Quand elle est venue nous rencontrer, elle ne croyait pas du tout que c'était possible de faire de l'alternance à 60 ans. Non seulement elle a fait son année en alternance, elle a trouvé l'entreprise qui l'a prise en alternance, elle est diplômée. Et nous avons cette année en formation, je dirais, une dizaine de personnes dans les différentes formations qui ont plus de 45 ans et puis ça va jusqu'à plus de 55 ans. Voilà, donc cette année, notre senior a 58 ans. Il n'y a pas d'âge. OK, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez faire de l'alternance à 20 ans, pas à 18 ans et même avant d'ailleurs, et vous pouvez en faire jusqu'à 70 ans si vous trouvez une entreprise. Étienne, je pense qu'il y a une question qui est aussi très, très intéressante. Quels outils de veille utilises-tu pour te tenir informé? Donc, des actualités en termes de maturité numérique des entreprises et des secteurs et des nouveautés du marché numérique qui peuvent intéresser tes clients. Alors, j'utilise plusieurs manières de faire de la veille. Le premier, c'est les agrégateurs d'articles. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui permettent d'aller, on leur donne un thème et d'aller agréger, de prendre les articles qui sont diffusés sur Internet un peu partout, de les trier et de vous les redonner au bon moment. Vous tapez sur Internet agrégateur de contenu. Voilà, donc ça, c'est une manière d'avoir du contenu. Après, il faut avoir du temps pour les lire. Voilà, ce qui est pas toujours facile. Il y en a un autre. Il y en a un autre moyen qui est aussi intéressant, c'est les forums. Ou en tout cas, même Facebook, enfin, les réseaux sociaux d'une manière générale. Il y a pas mal de groupes de gens sur des sujets, hein. Voilà, et donc, il faut prendre le bon sujet et puis on voit des discussions sur les sujets, des gens qui échangent. Ah, j'ai fait ci, comment ça marche? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y en a plein. Et ça, c'est aussi une bonne manière de le faire. Et puis la troisième manière, c'est s'inscrire et faire des webinaires, parce qu'il y en a plein aussi. Il y a une offre très importante de webinaires. C'est en ligne, c'est depuis chez soi, c'est souvent enregistré. Donc c'est aussi une bonne manière voilà, de se tenir au courant de ce qui se fait. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce métier-là, c'est une obligation d'être bien au courant des nouveautés parce que ça va quand même très très vite. Il y a une question sur le montant de l'alternance, le montant perçu. Alors, ça va dépendre si vous êtes en contrat d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage, c'est un des contrats qui est possible pour l'alternance, qui est réservé aux personnes de moins de 30 ans. Et pour les personnes de plus de 30 ans, mais c'est également ouvert aux personnes de moins de 30 ans, il existe le contrat de professionnalisation qui est un contrat de travail de type CDD ou CDI. Il y a des barèmes. En fait, vous pouvez trouver sur internet, par rapport à votre âge, quel montant minimum vous pouvez percevoir en alternance. Il est toujours possible, en fonction de son profil, d'espérer pouvoir négocier un montant, une rémunération supérieure à ce montant minimum, mais d'expérience et pour être parfaitement honnête, il est extrêmement rare de réussir à pouvoir percevoir un montant qui soit vraiment supérieur. Donc, quand on envisage une alternance, il vaut mieux se préparer et s'organiser d'ailleurs en fonction de ce montant minimum versé par l'entreprise. Et ça, vous le savez en fait au moment de la au moment de l'échange et de l'entretien avec l'entreprise. Il y a des questions sur un complément potentiel de Pôle emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, que vous percevez une ARE, donc une aide au retour à l'emploi, et que le montant mensuel de cette ARE est supérieur
à ce que vous allez toucher ou toucheriez en alternance, vous avez la possibilité de faire compléter ce montant mensuel par Pôle emploi, puisque vous serez considéré comme étant en retour à l'emploi avec un montant de rémunération mensuelle inférieur à votre ARE et vous pouvez demander un complément à Pôle emploi. Alors, très bonne question de Hervé. Par quoi commencer pour trouver une alternance? Trouver une formation ou une entreprise? Il n'y a pas de bon démarrage en fait. Le mieux, alors, je pense que le premier point, c'est d'être sûr du métier que vous visez et donc des compétences que vous voulez acquérir. Une fois que vous avez ciblé le métier, le domaine d'activité, les compétences que vous avez besoin d'acquérir, vous pouvez commencer à chercher en même temps. Vous aurez très certainement plus de facilité, de rapidité à tout de suite trouver votre organisme de formation. Il en existe beaucoup, je pense que vous l'avez remarqué. Et puis, peut-être que ça nous arrive assez régulièrement. Nous avons des personnes, et nous en avons une récemment, qui nous contactent en nous disant: «Je viens enfin de trouver l'alternance et l'entreprise qui me prendra, dans le cadre de mon projet de reconversion professionnelle. L'entreprise me demande de trouver, maintenant mon école». Bon, super. Là, c'est, j'allais dire, la manière la plus facile pour vous, en fait, de pouvoir conclure votre alternance. Dans le cas plus classique, vous avez identifié donc la formation que vous souhaitez faire, vous avez trouvé l'organisme de formation. En fonction des organismes de formation, vous allez bénéficier d'un accompagnement plus ou moins poussé ou très peu poussé, ça dépend des organismes de formation, pour vous aider à trouver ou pour vous trouver d'ailleurs l'alternance. Donc, ça va vraiment énormément changer d'un organisme à l'autre. Mais il n'y a pas forcément il faut commencer par trouver l'organisme de formation et après chercher l'alternance. Faites les deux. Le plus important, c'est d'avoir identifié les compétences que vous voulez acquérir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais remettre peut-être dans le chat nos mails si jamais vous n'avez pas vu. Ah bah ça y est, merci. Voilà, donc les mails de alors Shaima qui est responsable des relations entreprises, qui s'occupe qui est responsable aussi du placement de nos alternants de nos candidats en alternance. À titre indicatif, cette année, alors Maëline, corrige-moi si je me trompe, mais à titre indicatif, parce que d'une année à l'autre ça varie, cette année, c'est nous qui avons placé plus de 70% de nos candidats admis en alternance. Parce que nous sommes école créée par le Mouvement des entreprises de France et que du coup, nous avons les entreprises partenaires qui sont déjà là. Voilà, ce qui n'empêche pas que, bien entendu, il faut être proactif dans sa recherche d'alternance quand on candidate dans quelque organisme de formation que ce soit. Excusez-moi, j'ai une question. Bien sûr. Pour le bachelor digital Oui, et data marketing, j'ai vu le prérequis, c'est Bac plus 2, c'est ça? Alors, lorsqu'on indique, on est obligé, parce que sinon on fait des textes qui sont très longs. Pour toutes nos formations, il y a le classique prérequis d'entrée. Si vous l'avez, bon, bah, très bien, il n'y a pas de discussion. Pour rentrer en 3e année de bachelor, puisque notre bachelor, c'est un bachelor 3e année, il faut avoir soit un Bac plus 2 ou équivalent validé, soit si vous n'avez pas un Bac plus 2 ou un équivalent de Bac plus 2 validé, il faudra faire ce qu'on appelle une validation des acquis professionnels sous la forme d'un dossier, en fait, qui est relativement rapide et simple à compléter, au regard des compétences que vous avez acquises pendant une expérience ou plusieurs années d'expérience professionnelle antérieure. Quelles que soient nos formations, et aujourd'hui c'est une très bonne chose que ça évolue un peu en France par rapport à ça, on prend de plus en plus en compte les compétences professionnelles qui sont acquises, même pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, hein, parce qu'on peut être junior, on peut avoir 18, 19 ou 20 ans, avoir déjà travaillé et donc acquis un certain nombre de compétences. Donc pour votre question, si c'est cette formation qui vous intéresse et que vous n'avez pas validé un Bac plus 2, mais que vous avez déjà travaillé, il faut tout simplement que vous nous contactiez
on en discute ensemble, vous nous montrez, vous nous expliquez ce que vous avez déjà fait. Et puis, il existe en tout cas des dispositifs d'accès aux formations sans avoir obligatoirement validé les sacro-saints diplômes qu'on vous demande toujours. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il m'a été demandé comment contacter Étienne. Donc, je vous invite à le trouver sur LinkedIn parce qu'on ne peut pas vraiment quand même diffuser son mail lors des webinaires parce que sinon, voilà, il va devenir. Il est très occupé quand même. Il a gentiment accepté d'animer ce webinaire. Il est quand même très occupé par son activité de chef d'entreprise. Donc, je suis désolée, on ne peut pas vous donner son mail, mais par contre, voilà, vous pouvez le suivre, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ou si des questions arrivent après la fin du webinaire, contactez-nous et puis nous vous répondrons individuellement. Et comme je l'ai dit au tout début, écrit au tout début, si vous avez un projet, quel que soit son degré de maturité, il y a parfois des personnes qui nous contactent en nous disant j'ai envie de me reconvertir, je pense à, mais je ne sais pas encore exactement où. Il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Sinon, on peut vous aider dans votre réflexion à éclaircir les choses, ce sera avec plaisir. Et puis, alors, on aura des journées portes ouvertes si vous voulez venir nous rencontrer, mais on propose aussi à certaines personnes qui s'interrogent et qui se demandent encore si une formation peut leur convenir, de venir en immersion en cours, en fait. Donc là, parce qu'à chaque fois que vous venez en journée portes ouvertes ou sur le campus, c'est encore nous que vous rencontrez. Mais si vous voulez passer du temps avec des personnes, parce que nous avons d'autres Étienne qui sont actuellement en cours. Étienne, maintenant, est lancé, il a son activité professionnelle. Mais nous avons le plaisir d'avoir d'autres Étienne chaque année dans nos formations. Et si vous voulez venir échanger avec eux, Monsieur Étienne, c'est Riboalan. Et si vous voulez venir échanger avec eux, ne serait-ce que pour savoir si la formation pourrait vous convenir, certes, mais quelles sont les missions de ces personnes en alternance concrètement? Pourquoi elles ont décidé de faire une formation? Quels projets elles ont? Comment en fait ils sont formés pendant les cours? Enfin, si vous voulez vous immerger tout simplement, et puis ça permet toujours de ressortir en se disant tiens oui ça me correspond ou alors non ça me correspond pas, mais en tout cas ça permet de faire avancer une réflexion. N'hésitez pas parce qu'on ouvre vraiment nos portes et même nos portes de cours. Alors le PowerPoint en fait, on n'arrive pas à le mettre dans le chat. On a déjà essayé et on n'arrive pas à l'insérer dans le chat. Je ne sais pas Étienne, si toi tu peux essayer. Nous, on n'y est pas arrivé. Et comme on n'a pas vos mails, question de RGPD bien sûr, comme nous n'avons pas vos mails, nous ne pourrons pas vous l'envoyer individuellement. Alors peut-être Maïline, ouais non. On va essayer, d'accord, de l'insérer dans le chat. Ah, le second du coup. Il y a un enjeu là quand même, Étienne. Tu as fait une formation d'1 an sur la transformation digitale. Je pense qu'il faut que tu y parviennes. Ouais, là, par contre, j'ai la pression, là. Grosse pression. J'ai une grosse pression, mais normalement, on peut. J'arrive pas. Non, je pense qu'en fait, c'est la version ou c'est cette version de. Voilà. Parce que normalement, on peut mettre un document Oui. dans le chat. Et là, Nous, on on peut arrive pas. à les mettre dans les équipes, mais pas dans les chats. On n'y est pas arrivé. Alors après, ce qu'on pourra faire, c'est le mettre à disposition de toute façon de Pôle emploi, puisque c'est France Travail, excusez-moi, qui organise cette semaine sur le numérique. Donc, nous allons, faites des captures écran avec plaisir. Nous avons enregistré, me semble-t-il, ce webinaire. Ah si, ça devrait être bon, là.
Ah, Ça devrait être bon. Je teste, je tente. J'espère y arriver. c'était... Non, vous voulez pas? Non. Pourtant. Non, bah non. Désolée. L'expertise restera du coup de ton côté. Alors, je vous remercie tous chaleureusement pour votre participation, surtout à la fin d'une longue semaine de webinaire. N'hésitez pas, vous savez où nous retrouver, où trouver Étienne. Passez une excellente fin de semaine et puis, je l'espère, un week-end moins froid et plus ensoleillé. Merci encore pour votre participation. Un très grand merci à toi, Étienne. C'était très gentil de nous avoir consacré du temps. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Oui, notre site web est en intervention, donc notre prestataire est sur le coup. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est vous qu'on doit contacter pour l'immersion si on veut venir. Oui, parce que ça me permettra déjà d'identifier quelle formation sera la plus opportune pour vous, mais vous pourrez faire une journée, 2 journées, après c'est tout à fait libre. Et puis, quelles apprenants seraient plus intéressants pour vous et votre projet de rencontrer. Donc oui, c'est plutôt moi, enfin, quelle que soit la personne que vous conseillez, vous finirez de toute façon chez moi et nous organiserons en fonction des dates qui vous arrangent votre venue sur une de nos formations. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Très bon week-end, merci. Bon week-end.